bonjour, je m'appelle Renaud Gruchet, je suis le directeur marketing de Pradeo. Je serai aujourd'hui le porte-parole du fondateur de Pradeo, puisqu'il n'a plus de voix, donc c'est Clément qui est là. Il a dû attraper la grippe il y a à peu près un mois et il la traîne toujours, donc il serait temps qu'il guérisse. Je vais vous parler de problématiques, en tout cas d'un état des lieux de la sécurité des applications mobiles. Il va de soi qu'il nous paraît que nous avons quelques solutions aux problématiques posées, mais néanmoins, ce n'est pas le propos. Je vais vous parler de ce que nous avons trouvé en la matière en touchant du doigt les applications, celles qui sont déployées sur les terminaux des utilisateurs. Alors d'abord, en deux mots, et je ne m'appesantirai pas, on est une jeune entreprise innovante basée à Montpellier avec l'accent du Midi. On a imaginé une nouvelle approche de la sécurité basée sur l'analyse comportementale et on a développé des technologies brevetées qui permettent de manière anticipative de révéler ce que fait une application mobile quand elle va s'installer et fonctionner sur un terminal mobile. C'est ça notre cœur de métier. Je passerai sur nous. On n'est pas là pour s'appesantir sur notre réalité du quotidien, mais même si elle est particulièrement intéressante. Le sujet, qui est notre mission sur Terre, c'est de traiter ce qui est le problème auquel on a à faire face en matière de sécurité. On appelle ça, nous, le syndrome de l'iceberg. Une application mobile, c'est un iceberg. On l'utilise pour les usages qu'elle déclare, pour la fonction qu'elle déclare. On accepte généralement les permissions qu'elle demande à l'utilisateur, et lui le fait sans aucune inhibition. Et pour autant, il ouvre la porte, à ce moment-là, à des comportements cachés, qui sont ceux qui sont porteurs de l'essentiel des menaces que vous avez citées précédemment. Récupération de données personnelles, destruction, vol de données, connexion à des serveurs non sécurisés. Enfin, la porte est entrouverte par ces comportements cachés. Voilà le sujet qui nous a amené à nous intéresser à la sécurité des applications. Et avant d'entrer sur l'analyse que nous avons faite et qui a donné lieu à une publication, annuellement, nous publions un livre blanc sur la sécurité des applications. La dernière édition date de mars dernier. On a voulu s'intéresser à ce que pensaient les utilisateurs grand public. On a rencontré souvent des clients qui nous ont dit « mais est-ce qu'on a une vraie problématique de sécurité sur les applications mobiles? Est-ce que c'est une vraie réalité de problème? Après tout, on ne fait jamais que de la messagerie, il y a très peu d'accès au SI. Enfin, ça, c'était des sujets qui étaient sur la table il y a encore quelques temps. Mais plus ça va, plus on se connecte au SI quand même. Donc, tiens, on s'y intéresse. Mais qu'est-ce qu'en pense le public? Donc, on a missionné un organisme public, un organisme connu pour ses enquêtes et la qualité de son travail, qui s'appelle Opinionway. Et on lui a fait poser un certain nombre de questions à des gens des Français représentant un échantillon représentatif de la population. Et j'ai retenu 4 questions ou 5 qui sont particulièrement intéressantes. Celle-ci, sur la confidentialité des données. Donc, en gros, on a demandé aux gens si vous deviez qualifier ces informations, est-ce que vous les percevez comme strictement confidentielles, assez confidentielles, peu confidentielles ou pas du tout confidentielles? Et là, on parle de photos, de vidéos, d'emails, de contacts, de SMS, MMS, d'agenda. Et grosso modo, sans beaucoup de surprise, près de 80%, les gens répondent oui. Ces sujets, ces informations sont confidentielles. Alors, on a regardé parmi l'échantillon que nous avions, qu'Opinionway a interrogé, quelle est la part, que deviennent ces réponses si elles s'intéressent aux utilisateurs qui ont un usage professionnel de leur smartphone. Et là, sans trop de surprise, on augmente un petit peu le curseur. Donc, dès qu'on a un usage professionnel, alors ça devient un peu plus confidentiel. Mais les taux étaient déjà relativement importants, rien que sur l'échantillon grand public. Deuxième question intéressante qu'on leur a posée. Est-ce qu'il vous est arrivé d'enregistrer dans votre smartphone ou tablette les informations suivantes? Informations suivantes, en l'occurrence, des identifiants et mots de passe personnels, des copies, des photos de documents d'identité, passeport, carte d'identité, permis de conduire, des informations sur vos comptes bancaires et cartes bancaires, et enfin, des identifiants et mots de passe professionnels. Point, c'est tout. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Et on demande si, est-ce que vous l'avez fait, est-ce qu'elles y sont encore enregistrées? Est-ce que vous l'avez fait, mais vous les avez effacées depuis? Est-ce que vous l'avez jamais fait? Là, le taux est un petit peu plus bas. On est entre, pour les deux identifiants et mots de passe personnels, on est à 11%. Si on ajoute les 5%, on est à 16% d'acteurs qui ont eu ce comportement à risque dans le grand public. Mais plus intéressant, c'est que si on compare, on pose la même question aux utilisateurs qui ont un usage professionnel de leur smartphone, et là, vous voyez que le taux augmente, mais dans des proportions extrêmement importantes. Donc, typiquement, vous passez entre 40 et 50%. Et notamment, la dernière question, si vous demandez à des gens qui ont un usage professionnel de leur smartphone, s'ils ont conservé des identifiants et des mots de passe professionnels sur leur smartphone, ils l'ont fait, ou c'est encore présent sur leur smartphone, on atteint 40%. Donc 40% des utilisateurs
qui ont un usage professionnel de leur smartphone ont conservé ou conservent encore ces informations sur leur téléphone, quelque part. Voilà. Juste pour dire, c'est une vraie réalité. Elle est face à nous. Et enfin, on a gardé une dernière question qu'on a trouvée intéressante de l'enquête. On l'a demandé aux gens quelle était leur perception de la prise en charge de la sécurité de leur smartphone dans l'entreprise. Est-ce que pour eux, l'entreprise est consciente des menaces auxquelles ils sont exposés et recherche des solutions, voire est-ce que l'entreprise a déjà fait le nécessaire pour les protéger de ces menaces? Et on atteint des taux qui sont assez importants. Il y a une part de doute quand même. Le oui, mais on n'en est pas vraiment sûr. Bon, on pense que l'entreprise a fait le nécessaire, est quand même assez présent. Et on est aux alentours de un petit peu moins de 50%, aux alentours de 50% de gens qui le pensent. Ce qui est important pour nous, c'est que si vous le rapprochez du comportement précédent, c'est comme si on disait aux gens, finalement, pour la majorité d'entre eux qui ont un usage professionnel de leur smartphone, ils roulent, ils sont à fond dans la voiture, mais ils n'ont pas mis la ceinture de sécurité. Ils ont le sentiment qu'ils sont protégés parce que l'entreprise les a amenés à avoir un usage professionnel du smartphone, mais pour autant, ils n'ont pas la réponse de sécurité. Et nous qui voyons au quotidien les usages dans les grandes entreprises, qu'on les prospecte, la réalité de protection ou de contrôle de ce que font les applications, elle n'est pas opérationnelle aujourd'hui. Elle est en devenir encore. Donc les utilisateurs qui ont un usage professionnel, finalement, ils sont à fond sur le champignon, mais ils ne sont pas protégés. Donc il y a une désinhibition totale vis-à-vis de ces sujets de sécurité, croyant être protégés. Voilà, ça c'est ce que nous avons retenu de cette enquête. Elle est accessible en ligne, soit sur le site d'OpinionWay, soit sur notre site. Mais elle est vraiment... en tout cas, pour nous, c'était pour planter le décor. Alors, je vais avancer ensuite sur ce qui est le cœur de notre réflexion propre, Pradeo. Je vais vous passer la litanie de l'intérêt ou de l'avenir du modèle application. Est-ce à dire que c'est une économie? C'est une économie. Elle est gigantesque, elle est monstrueuse. Et donc, les Apple et Google, principalement, font leur beurre sur ces applications. Et donc, il y a une vraie économie de marché derrière. Donc, pour nous, sans aucun doute, le modèle apps a de l'avenir. Et il est même en train de pénétrer le monde de l'entreprise, puisqu'on a des applications métiers qui sont développées chaque jour dans les entreprises, et chaque jour en plus grand nombre. On voit des clients qui ont plusieurs centaines d'applications dans les grands groupes en développement. Donc, et c'est des applications métiers. Ça traite le sujet d'un acheteur, ça traite le sujet d'un commercial, ça traite le sujet d'un gestionnaire. Mais voilà, ces cas d'usage-là arrivent. Alors, l'analyse, le livre blanc qu'on a mené repose sur un échantillon d'1 250 000 applications. Je dis bien 1 250 000 applications différentes. On ne parle pas de versions d'applications. Sinon, on serait à x10 en termes de volume, puisque chaque nouvelle version est considérée et réanalysée sur notre plateforme. Donc, cet échantillon, il est très riche dans l'environnement Android. Il est moins riche dans l'environnement iOS et encore moins dans l'environnement Windows, essentiellement du fait que Apple ne fait rien pour nous aider à y voir clair. Très honnêtement, il faut des prouesses technologiques pour aller récupérer des applications dans l'environnement iOS et pouvoir les analyser. Et puis, quant à l'environnement Windows, malheureusement, il est plus faiblement déployé. Et comme toutes ces applications remontent sur nos serveurs parce que nous avons une communauté de gens qui utilisent nos solutions, voilà l'état du parc aujourd'hui. On pense que dans un an, on aura largement remonté la part des environnements, des applications émanant de ces deux environnements pour arriver à des niveaux où on pourra tirer plus d'enseignements. Voilà. Et puis on a essayé sur cet échantillon d'évaluer ce qu'est le niveau de menace dans la sphère, comment elles se répartissent pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'on peut récupérer ou qu'est-ce que les applications malveillantes tentent de récupérer majoritairement quand elles sont opérationnelles. Alors, premier enseignement, sans doute le plus important pour nous, c'est on fait émerger le poids de ce qu'on appelle la zone grise des applications. Le monde, il n'est pas blanc et il n'est pas noir, il est parfois gris. Et donc, on identifie sur l'échantillon un peu moins de 1% d'applications notoirement malveillantes. Elles sont universellement malveillantes, qui que soit celui qui l'examine. C'est comme ça. C'est un ransomware, c'est une application qui va vous voler en masse de la donnée, etc. Et puis, vous avez à côté de ce 1% d'applications universellement malveillantes, des applications qui mettent en œuvre à minima un comportement à X. L'application écoute des SMS entrants. L'application récupère un contact. L'application récupère votre localisation, mais l'envoie vers un serveur que vous ne connaissez pas, etc., etc. Dès lors qu'on voit un de ces comportements, ça ne veut pas dire que systématiquement l'application est malveillante. Il y a des éléments de contexte qui peuvent permettre de dire qu'elle l'est délibérément ou pas. Il y a surtout la prise en compte du contexte de l'entreprise pour prendre la décision. Et donc ce 15% d'applications grises, pour nous, il relève de la décision de l'entreprise de décider de l'autoriser ou pas. C'est ce qui rend le sujet complexe,
C'est l'enseignement le plus important. Je passerai sur le slide suivant où je retiendrai juste, désolé, consultant, ça fait parfois des choses un peu compliquées aussi et pas très lisibles. Les enseignements principaux, c'est que l'environnement Android est délibérément celui qui concentre le plus d'applications malveillantes, mais nous, on lui dit presque merci parce que finalement, c'est celui qui nous permet d'y voir clair. Comme on y lit à livre ouvert, on accède assez facilement à l'information, on sait véritablement mesurer la réalité de la menace. Dans les deux autres environnements, en l'occurrence iOS et Windows, ce qu'on peut dire, c'est que les filtres fonctionnent plutôt bien sur les malwares universels, mais les applications que je qualifie de grises, qu'on qualifie de grises, elles sont pour autant bien présentes. Et les cas que vous avez cités sont une réalité. Voilà, donc pardon pour ce slide que vous ne pouvez pas lire. Pardon pour celui que vous ne lirez pas non plus, mais vous aurez les supports. C'est difficile en fait de faire un tri. Donc on a essayé de classer les familles, en tout cas les catégories d'informations qui sont les plus collectées. Et naturellement, il y a une grosse collecte d'informations à caractère technique, mais l'information technique peut aussi permettre de tracer l'activité de l'utilisateur. Et puis il y a une grosse collecte également qui apparaît sur les fichiers de l'utilisateur, sur la localisation, sur ses enregistrements audio et vidéo, où là on parle d'applications d'informations beaucoup plus personnelles, en l'occurrence. Et donc celles-là sont présentes à des taux assez importants dans les comportements à risque détectés. Alors, un petit regard sur les malwares. Dans l'échantillon de 1 250 000 applications que nous avons analysées, on en a décelé à peu près 3 500 qui sont ces malwares qui arrivent sur le marché, qui sont de plus en plus vivaces. En tête, le screen logger. Donc, 52% de ces 3 500 applications sont des applications donc, qui vont sur votre mobile régulièrement prendre des photos, des copies d'écran de ce que l'utilisateur a à l'écran, ce qui permettra peut-être au passage aux pirates de récupérer des copies d'informations sensibles. Le cheval de Troie qui récupère tout ce qu'il peut récupérer sur le téléphone, il en est à 33% de cet échantillon. Et puis en bas de classement, on voit apparaître des malwares dont on pense qu'ils vont croître en volume. L'intercepteur OTP, le ransomware, donc comme vous le savez, va chiffrer les données de l'utilisateur, lui demander de payer une petite rançon, moyennant quoi, sinon il ne la récupère pas ses contenus. Alors, quelques exemples que vous trouverez dans notre analyse. Cette application est une application météo. Elle est censée être une application météo. En réalité, elle prend des copies de ce qui est présent affiché sur le smartphone et elle les envoie vers un site distant. Elle a été très, très largement déployée, cette application. Celle-ci, c'est censé être un assistant vocal pour WhatsApp. En fait, c'est un cheval de Troie. Voilà tout ce qui récupère dans les comportements détectés et qui sont des comportements plus que suspects. Il n'y a pas de raison d'aller récupérer autant d'informations quand une application fonctionne sur votre smartphone. Cette petite application, c'est un keylogger. Donc, c'est en l'occurrence un clone de l'application SwiftKey que vous devez connaître, qui est un petit clavier sympa où vous tapez les mots simplement en glissant. Mais là, on est typiquement dans la copie malveillante. Et cette application récupère tout ce qui est saisi et l'envoie à l'extérieur du smartphone. Un petit dernier pour la route. On s'est intéressé il y a 1 an à la demande d'une banque. Une grande banque a modélisé le comportement des applications qui sont des intercepteurs OTP, donc qui sont capables d'intercepter le code qui valide votre transaction de paiement de manière unique. En l'occurrence, ces applications, celle-ci est un clone d'une application d'IBM, Trusteer, qui est censée justement vous protéger ou protéger vos transactions financières. Et en fait, cette application, elle met en œuvre 3 comportements malveillants. Elle écoute vos SMS. Elle envoie automatiquement le contenu du SMS qu'elle a reçu et elle efface le SMS qu'elle a envoyé. Donc elle efface la trace. Si le pirate a réussi, parce qu'il est abonné à une banque de données de pirates, et qui partage entre les 1 million de cartes bancaires qu'ils ont volées à je ne sais pas quel grand commerçant, si simultanément il vous a posé cette petite application ou une simili-lance torche sur votre application, sur votre terminal, alors il est capable d'acheter avec votre carte bancaire sans que vous en rendiez compte. Voilà, simplement parce qu'il a les deux matchs. Il a votre carte bancaire, il a l'application et il peut intercepter votre code de paiement. Voilà, ça c'est une réalité. On en a trouvé 53 de ces applications comme celle-ci. Voilà, je crois que j'arrive presque au bout. Le ransomware, tiens pour le finir, donc 21 applications détectées et on a le sentiment que le sujet est en train de monter. Donc les comportements qui permettent de caractériser ce type d'application, elles mettent en œuvre des techniques de chiffrement. Elles se connectent à des moyens de paiement ou mettent en œuvre des moyens de paiement, des API de paiement faiblement traçables, type Bitcoin par exemple. Et enfin, elle affiche en permanence à l'écran, en premier plan, le fameux petit message qui vous dit
vous avez été pris la main dans le sac et c'est la CIA ou c'est les impôts qui vous font la réclamation. Veuillez vous acquitter d'une amende de 50, 100, 150 €, moyennant quoi vous ne pourrez pas récupérer votre contenu, le contenu de votre terminal. Voilà, c'était un petit tour d'horizon qu'on voulait vous donner. Juste pour finir la synthèse, Windows, c'est clair que, comme pour Apple, il y a un vrai contrôle fait sur le store au moment de la publication et qu'il filtre ce que l'on appelle, nous, les malwares universels, ceux qui sont malveillants pour tout le monde. Par contre, les apps grises, celles qui manipulent des données et dont on va juger au cas par cas si on les autorise ou pas, elles sont bien présentes. Android, là, il y a le plus de menaces. On voudrait juste dire un bémol, c'est que on ne sait pas attribuer tous ces malwares au store de Google, parce que malheureusement, ils font eux aussi des efforts pour retirer les applications malveillantes du store. On sait juste qu'elles y ont été présentes à un moment et qu'ensuite elles se retrouvent peut-être sur des stores parallèles de téléchargement. Par contre, merci à Google de nous permettre d'avoir cette mesure, parce qu'on le voit vraiment et on peut parer ces menaces. Je vous ai dit le plus important. Juste quelques enseignements donc à retenir. 1% d'apps notoirement malveillantes, 15% d'apps grises. Un point quand même, parce que là j'ai pas eu le temps de le détailler, on a analysé dans notre échantillon les applications natives posées sur les téléphones par les opérateurs. Alors comme on est un peu déployé partout dans le monde avec notre communauté, on a des opérateurs qui viennent de partout. Eh bien, les apps natives des fabricants ou des opérateurs ne sont pas vierges de comportements malveillants. Là où on pensait on s'attendait à un sans faute, c'est pas le cas. Donc il y en a 8 applications dont on a décelé qu'elles sont malveillantes. Celles-là, on va aller les contacter en direct pour leur dire. Les applications métiers des entreprises, vis-à-vis de l'utilisateur, elles ne sont pas non plus dénuées de comportements à risque. En tout cas, c'est comme si l'entreprise, prise par le flot de la masse d'applications qu'elle doit apporter ou que les utilisateurs imaginent apporter à leurs clients, n'ont plus les moyens ou le temps de mettre en œuvre des contrôles systématisés parce que ça coûte cher et qu'il faut des automates pour faire ça. Et donc, on a des applications métiers qui ont été déployées sur des terminaux de salariés et qui comportent des comportements à risque. Enfin, classiquement, on s'y attendait, on l'a trouvé. Les applications de jeu, les utilitaires, les applications de divertissement, il n'y a pas photo. C'est là que les pirates vont loger les comportements malveillants parce que là, pour le coup, l'utilisateur va les chercher sciemment et sans aucune inhibition. Voilà. Et puis, quant aux pirates, nous, on leur dit merci, ils nous font vivre. Ils nous embêtent tous, vous, beaucoup. Nous, ils nous font un peu vivre. Donc, voilà. Merci. Je crois que j'ai fini.